Bien chers téléspectateurs, amis auditeurs, auditrices, Mbolo Sanda, ainsi qu'on dit au Gabon, soyez salués, que vous nous receviez à travers le globe, et bienvenue à la panafricaine, à TV Radio, au corps de garde. Je suis votre humble serviteur, Guy Patrick Essongué, veilleur citoyen, et pour la circonstance, animateur, modérateur de la table ronde virtuelle qui nous réunit ce jour. Nous l'avions évoqué lors de notre dernière émission, dernière sortie. Le Gabon est à la croisée des chemins. Le Gabon est à un temps charnière de son histoire. Depuis l'avènement du coup de libération du 30 août 2023, depuis cette date, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, peut-être les eaux du majestueux fleuve de l'Ogooué qui a coulé sous les ponts, avec donc un point d'orgue le 16 novembre dernier, puisque les Gabonais, dans leur ensemble, ont été appelés à se prononcer sur cette constitution au travers donc du référendum. Alors, référendum plébiscité, hein, puisque le oui l'a emporté de manière très large, à 91,80%, avec néanmoins un fort taux d'abstention. Quant à la diaspora de France, puisqu'il s'agit d'elle, elle a choisi le camp du non à hauteur de 51%. Et donc, toute la question, et c'est l'objet de l'émission qui nous réunit ce soir, est de savoir pourquoi, au fond, cette diaspora reste frondeuse, boudeuse, pourquoi elle se braque alors qu'elle a été au four et au moulin dans les contestations depuis un certain nombre d'années. Elle a été vent debout et que le comité, donc le CTRI, qui est le comité pour la transition et la restauration des institutions, continue de tendre la main. Alors, nous voyons tout ceci avec nos invités, ils sont 5, plutôt 6, et c'est tout de suite après le générique. Votre chaîne, Aka Radio TV, la référence de la culture africaine. Retour sur le plateau d'Aka TV Radio. Merci de continuer à nous suivre, à rester connectés. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, on fait un focus sur la diaspora de France, qui est donc la plus représentative dans le monde, qui compte à peu près 20 à 25 000 individus. Donc, première représentation diplomatique du Gabon dans le monde. Donc, cette diaspora a fait le choix du non. On essaie de comprendre les raisons, les attentes, savoir s'il y a aussi un espoir, un soupirail par lequel justement cet espoir puisse passer afin que cette diaspora entre dans une spirale et une dynamique plus positive. Nous voyons ceci avec donc nos invités, ils sont 6, vous allez les voir s'afficher. Donc, alors je vais bonsoir, plutôt bonjour messieurs, dames. Je vais simplement vous laisser vous présenter. Hein. Donc, j'ai les prénoms, vous allez compléter. Donc, on a Marie-Josée, Grace, Franck Fortuné, Valérie Alain qui sont avec nous. Donc, ils vont se présenter. On va commencer honneur aux dames par Marie-Josée. Madame Domon, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je souhaite en fait que vous nous disiez si vous êtes là à titre personnel ou si c'est vous représentez un mouvement associatif ou politique. Ok, alors bonjour ou bonsoir selon votre lieu de résidence et merci à KTV pour cette invitation. J'espère vraiment que les échanges seront riches afin d'édifier le plus grand nombre de personnes qui vont nous suivre et surtout que le temps, bien entendu, soit courtois avec le respect des uns et des autres. Je suis Marie-Josée Ngomo,
Je suis mariée, je suis mère de 3 enfants, je suis médecin cancérologue en activité, je suis une chrétienne née de nouveau et je suis actuellement la coordinatrice générale de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale et nous appelons affectueusement G10. Et je suis par ailleurs la responsable générale du mouvement New Power Europa, qui est un mouvement panafricaniste, qui est membre de la dynamique unitaire panafricaine. Et donc, comme vous l'avez compris, je suis également panafricaniste. Voilà, pour me présenter pour ce soir. Merci. Merci, Madame Gomo, pour cette présentation. On va poursuivre avec Grace, qui est avec nous. Donc, toujours là, aussi, même question. Est-ce que c'est à titre personnel ou c'est où vous représentez une entité? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci à KTV pour cette invitation à cette émission. Je suis vraiment ravie d'assister à cette émission aujourd'hui. Je viens à titre personnel, participer à cette émission concernant le nom du 16 novembre dernier. Donc, je suis gabonaise, je suis célibataire, J'ai un mère peu, d'un enfant. j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal à vous entendre. Est-ce qu'il y a moyen que le volume soit un peu Ah, plus élevé? désolée. Alors, je vais reprendre. Je suis mademoiselle Wamba Grace. Le volume, ça va mieux, j'espère? Oui, oui, ça va. Oui. D'accord. Je suis mademoiselle Wamba Grace. Je suis déjà ravie d'avoir été invitée à votre émission à KTV. Je vous remercie de me faire cet honneur aujourd'hui. Et je salue toutes les personnes qui vont nous suivre aujourd'hui. Alors, je suis célibataire, gabonaise, mère d'une fille de 3 ans. Je réside en France, à Toulouse, et voilà, je viens à titre personnel. À titre personnel, pour Grace Chardonnay, on va poursuivre avec Franck. Est-ce que Franck nous reçoit? Est-ce qu'il peut nous se présenter rapidement, quelques mots? Ouais. Moi, je suis Franck Joctan, bien entendu, je suis gabonais. Je suis marié à une charmante dame. Je vis à Toulouse et je suis venu à titre personnel. J'aime le Gabon, quand bien même ça fait quand même assez longtemps que je suis hors du Gabon. Tout ce qui se passe au Gabon me touche, me concerne. Et donc, en tant que citoyen gabonais, je pense que ce que j'ai à dire est important et ce que les autres Gabonais aussi ont à dire est important. Voilà pourquoi j'ai répondu donc favorablement à cet appel pour pouvoir m'exprimer librement, à cœur ouvert, avec des compatriotes et puis voir ce que nous pouvons faire ensemble, essayer de comprendre pourquoi la majorité de notre peuple se comporte comme il se comporte et pourquoi en fait aussi la diaspora gabonaise de France a voté non au lieu du oui. Voilà. Très bien. Merci, Franck. On va passer à Fortuné. Alors, ce qui est intéressant avec Fortuné, effectivement, donc, il nous reçoit depuis Libreville au Gabon. Sur AKTV, on aime bien, parce qu'on nous reproche parfois au niveau de la diaspora d'être déconnecté des réalités, donc, alors qu'on est au fait d'un certain nombre de choses, hein. Alors, on a quelqu'un qui est sur le terrain, donc on va voir son retour. Alors, il va se présenter simplement, quelques mots là aussi. Fortuné. Oui. Bonsoir à tous et je remercie d'abord l'initiative, le fait que je sois invité ici. Je m'appelle Fortuné Dié Sono. Je suis un Kodjen d'accord de Bonaoyen et FAC d'association et FAC habitant dont Nisele FAC. Et je suis gestionnaire de formation, cadre de l'Union nationale, membre du mouvement Plus Jamais Ça. Je suis un acteur de l'action politique sur le terrain, bon, ce qu'on appelle activiste. Donc, voilà.
Et pour moi, c'est un plaisir d'échanger avec des frères ici. C'est clair que j'aimerais le saluer au passage, et tout en espérant que nous allons nous comprendre et essayer de voir comment emprunter le chemin de tel sorte que le Gabon soit toujours mis en avant et non nous-mêmes. Merci. Très bien. Merci, Fortuné, pour cette présentation. On va demander à Valérie de se présenter, là aussi. Valérie, est-ce que Valérie peut se présenter? Bonsoir. Est-ce que Valérie, oui, Bonsoir. bonsoir, on n'avait pas D'accord. le retour. On est Un simplement à la problème phase de de français. présentation. On est à la phase de présentation. En quelques mots, hein, en quelques mots. Est-ce que vous Oui, oui, pouvez merci. présenter? Assez rapidement. Merci déjà, Guy Patrick, de cette invitation. Merci à KTV de nous donner l'opportunité ce soir d'échanger sur cette thématique. Donc, je suis Valérie Mba, je suis marié, père de 3 enfants, établi sur Lyon, en métropole française. Euh, que dire d'autre? Je suis ingénieur génie civil, hein, directeur d'administration en développement urbain, aménagement du territoire et patrimoine immobilier. Par ailleurs, je suis président du Conseil des Gabonais de France, donc je suis un acteur associatif engagé, vice-président du Haut Conseil des ressortissants d'Afrique centrale et membre du Forum des organisations internationales issues des migrations, et c'est à ce titre que je réponds présent à votre invitation. Merci. Merci, Valérie. Alors, donc, on a également Alain, qui est donc dernier à se présenter. Il est avec nous, donc il va décliner son identité, nous dire s'il est là à titre personnel ou autre. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble des membres du panel. Avant de me présenter, je vais m'acquitter d'un devoir. Le devoir euh, d'une pensée pour les membres, notamment de la diaspora, qui ne sont plus parmi nous. Je cite par exemple Maître Fabien Méry. Je peux citer aussi au niveau du Gabon Mombo Kinga et bien d'autres. Et je m'excuse déjà par avance pour ceux que je n'ai pas cités et qui ont perdu la vie. Le août 2016, des Gabonais sont morts et pour cela nous devons leur rendre hommage. Il y a des Gabonais de diaspora qui pendant près de 7 ans, dans le froid, sous la neige, sous la pluie, ont manifesté leur désir, leur volonté de voir un meilleur Gabon. Parce qu'ils ont manifesté cela, beaucoup ont perdu leur emploi. Nombreux ont perdu leur titre de séjour. Pour cela, nous devons avoir une pensée pour eux. Et j'ai une pensée pour eux. Je m'acquitterai aussi d'un devoir, un autre devoir, de remercier l'ensemble des membres du panel. Comme dirait d'aucuns, si vous ne dites pas qui vous êtes, d'autres diront ce que vous n'êtes pas. Effectivement, je m'appelle Alain Roudiguindé. Je viens en France depuis 1988. Je laisse faire le calcul. Je suis père de famille, responsable production au sein d'une grande entreprise du CAC 40. Et je viens
à cette émission, à cet échange, en tant que secrétaire général de Nemesis. Je suis à la fois représentant de Dynamique Unitaire, et je salue au passage M. Jean-Rémy Yama. Je suis aussi vice-président de PUR. À ce titre aussi, je salue mon président, M. Jonas Molinda. Je n'ai pas eu mandat pour parler au nom des deux entités, c'est-à-dire Dynamique Unitaire, membre de la société civile, et PUR. Et parce que je n'ai pas eu mandat de ces deux structures-là, je parlerai uniquement au nom de Nemesis, en tant que secrétaire général de cette institution. Très bien. Très bien. Merci, merci, Monsieur Alain Ogoudinde, pour cette présentation. Il est bon hein, d'être précis. C'est vrai que généralement, quand on est dans ce type d'émission, on ne sait pas sous quelle casquette on vient, et il est bon que les auditeurs, les auditrices sachent exactement qui est qui. Alors, nous sommes au corps de garde. Il est question de dire un certain nombre de choses, chacun dans ses vérités, chacun dans ses sensibilités, en tout respect. Mais il est aussi question d'écouter, puisque c'est ainsi que ça se passe au corps de garde. Alors, je reviens donc sur la thématique et donc l'objet de cette émission. Pourquoi la diaspora de France boude autant? Qu'est-ce qui se passe avec cette diaspora? Monsieur Alain Boulignédé l'a rappelé, qui était vent debout, hein, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente pendant des années, qui a voulu que le régime change. Le régime a changé et elle continue toujours. Et on le voit à travers les réseaux sociaux, à faire des sorties parfois intempestives, alors émotionnelles, justifiées ou non. Hein, ce sont des Gabonais qui s'expriment, donc il y a bien quelque chose qui fait en sorte que cette diaspora soit dérangée, qu'elle soit titillée quelque part par les autorités. Est-ce que c'est un désamour, un désintérêt qui naît d'une désillusion? C'est ce que nous essayons de voir avec nos invités. Alors, je reviens vers vous, Madame Ngomon Marie-Josée. Quels éléments avez-vous à nous mettre sur la table aujourd'hui pour nous expliquer ce qui s'est passé le 16 novembre dernier, sachant que nous sommes, je rappelle encore, en France, pour celles et ceux qui sont en France, la plus grande représentation diplomatique du Gabon. Est-ce que ce n'est pas un camouflet? Qu'est-ce qui s'est passé? Problème d'organisation, de communication? On a vu des bus affrétés dans le sud, à l'est, au nord et partout, qui sont revenus quasiment vides de ces endroits pour le vote. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Gaumont, selon vous, Alors, écoutez, merci de me donner la parole. Mais si vous le permettez, Guy Patrick, je voudrais quand même, avant de répondre à votre question, revenir un tout petit peu sur le titre que vous avez donné à cette émission et apporter un petit bémol. Lorsque vous dites le nom de la diaspora gabonaise en entame, en titre, mais bon, dans vos propos, vous avez bien précisé qu'on était sur le nom de la France, la diaspora gabonaise en France, mais sur le titre, c'était marqué le nom de la diaspora gabonaise et ça peut prêter à confusion. Au G10, on aime bien être très factuel. C'est en étant factuel, en fait, qu'on apporte des éléments. On va essayer, en tout cas personnellement, je vais essayer de ne pas apporter des sentiments, parce que les sentiments, tout le monde peut en avoir, mais essayer d'être factuel en nous basant sur les éléments, les chiffres que nous avons. Déjà, si nous basons sur les chiffres mis à notre disposition, que ce soit de la part du ministère de l'Intérieur ou de la Cour constitutionnelle, ces chiffres montrent que les Gabonais vivant à l'étranger ont voté majoritairement oui. Majoritairement oui, à plus de 60% des voix. Maintenant, et donc, ces 60%, ces plus de 60% des voix sont dans la même veine, en définitive, que les Gabonais qui vivent au Gabon, le vote des Gabonais vivant au Gabon. Donc, eux ont voté à plus de 90% de voix pour le oui.
Donc, on ne peut pas dire, c'est toujours par rapport à votre chiffre, que la diaspora gabonaise a voté non. Bien au contraire. Maintenant, je voudrais donner quelques chiffres très intéressants. Lorsque l'on regarde un peu le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, au niveau de la diaspora, il y a 15 217 inscrits. Sur les 15 217 inscrits, il y a eu, pour ce référendum, 4 845 votants. Donc, 4 845 votants sur 15 217 inscrits dans toute la diaspora. Ça veut donc dire qu'une grande partie de la diaspora est restée muette. Donc, elle n'a pas parlé. Donc, ça peut être en rapport avec la liste électorale, c'est possible. Ça peut être en rapport avec les centres de vote qui ont diminué, c'est également possible. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu 4 845 votants sur les 15 217 inscrits. Et sur ces 4 845 votants, il y a eu 1447 qui ont voté en France. 1447. Donc, ça fait un tiers des électeurs. Et sur ces 1447 votants, il y a eu 40 bulletins blancs ou nuls. Et donc, en définitive, il y a eu 1407 suffrages exprimés, on va dire ça comme ça. Et sur ces 1407 suffrages exprimés, il y a eu 743 personnes qui ont voté non en France, donc soit 52,8%. Et puis, 664 personnes qui ont voté oui, soit 47,2%. Ça, ce sont les chiffres que nous avons et ça, c'est très factuel et vérifiable. Maintenant, quelles sont les raisons du non? Puisque la question qui est la vôtre, pourquoi les gens ont voté non et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens ne se sont pas déplacés? Pour ce qui est la partie un peu abstention, donc pourquoi les gens ne se sont pas déplacés, c'est surtout ça. Alors déjà, il y a la compréhension de ce que l'on a du référendum. Déjà. Parce que les éléments importants... Oui. On va vraiment essayer d'aller vraiment à l'essentiel, en fait, hein, nous dire vraiment... alors, vous avez été très factuel hein, par rapport à vos chiffres, mais là, vraiment, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, vraiment, voilà. Est-ce que c'est un problème d'organisation? C'est difficile de répondre à votre question. Il est très difficile de répondre à votre question, Guy Patrick, pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu d'enquête là-dessus. Donc, on ne peut pas donner des éléments. Je ne vais pas pouvoir expliquer pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas déplacés pour aller voter ou pas. Si on est amené à dire des choses, ce sera forcément soit sur du sentiment, soit sur quelque chose qui ne repose pas sur des éléments factuels. C'est pour cela qu'il est difficile de répondre à cette question. Après, on peut élaguer hein, sur beaucoup de choses. Hein. Les gens n'ont pas voulu se déplacer parce que, bon, il y avait une défiance vis-à-vis des autorités, il y avait encore une colère sourde. Il y avait effectivement des nombres de bureaux de vote qui ont diminué. C'était un samedi, les gens n'avaient pas envie de se déplacer, malgré le fait qu'on ait mis à leur disposition des bus et des bus. Bon, il y a peut-être une organisation aussi qui aurait pu être optimisée, mais qui ne l'a pas été. Donc, on peut supputer sur beaucoup de choses. Ce qui aurait été intéressant, à mon sens, c'est que l'on puisse faire un sondage sur les Gabonais qui vivent en France en ce moment-là, pourquoi ils ne se sont pas déplacés. C'est ça qui aurait été intéressant. Mais nous n'avons pas ces éléments-là. Très bien. C'est entendu. Je vais passer, bon, finalement, puisque c'est le thème central, hein, je vais poser à peu près la question à tout le monde. Madame Grace Chardonnay, comment vous avez vécu ce dernier référendum? Est-ce que vous-même vous êtes allé voter et autour de vous, est-ce que vous avez senti l'engouement et comment vous avez vécu le fait que la diaspora ait fait le choix du non, même si c'est une courte majorité? Effectivement, bon, j'ai voté, mais dans des conditions un peu compliquées parce que de base, pour la petite histoire, en 2016, j'étais normalement au Maroc. Et donc, du coup, j'ai été obligée de voter sous procuration. Pour vous répondre, oui, j'ai voté. Alors, concernant le nom de la diaspora, alors le nom de la diaspora, pour moi, c'était plus ou moins dû à certains, déjà, d'abord au niveau des déplacements, donc au niveau des bureaux de vote qui étaient quand même assez éloignés. Donc, il y avait vraiment une insuffisance de nombre de bureaux de vote parce qu'il y en a eu pas mal de... Il y a pourtant des bus qui ont été affectés.
Oui, il y a des bus qui ont été apprêtés dans des zones bien déterminées, bien définies, d'accord? Mais le manque c'est pas seulement le problème des bus. Parce que si vous avez quelqu'un qui est à Strasbourg, qui doit aller voter à Paris, ou quelqu'un qui est à Brest, qui doit aller voter à Paris, vous comprenez que cela, c'est pas évident. Il y avait d'abord ce problème-là, D'accord. et il y avait aussi le problème du référendum, de la campagne, en fait, qui n'a pas été bien expliqué à certaines personnes, dont il y a eu l'abstention du non, D'accord. parce qu'il y a des articles quand même qui étaient assez frustrants pour certaines personnes et d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps de vraiment comprendre ce qui se passait. Donc, parce que on peut D'accord. dire qu'au Gabon, les gens ont peut-être eu le temps on a eu la possibilité plutôt de voter parce que il y a déjà toutes les écoles au Gabon sont déjà des bureaux de vote, hein, et il y a des personnes qui ont pu se déplacer dans des endroits lointains pour mieux expliquer les choses telles qu'il se devait. Alors qu'ici en France, il y avait pas mal de choses que les gens n'ont pas compris et les gens, il y a certains qui ont décidé carrément de ne pas aller voter et d'autres qui ont décidé d'aller voter, mais non, par rapport à leur mécontentement. Donc, c'est un peu ça le souci pour moi concernant le taux d'abstention et C'est non du noté. C'est référendum. noté. Voilà. Merci pour cet éclairage. Je vais voir avec. Monsieur Franck Joktan, on vous a vu mener, vous faites partie de celles et ceux qui ont mené sur les réseaux sociaux, entre autres, une campagne pour le non. Est-ce que pour vous c'est une victoire? Et la question que j'ai envie de poser, la question sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas eu confusion de genre dans la mesure où certains ont voté plutôt contre une personnalité, peut-être le président de la transition ou les autorités, plutôt que de voter pour la Constitution en elle-même? Est-ce que c'était pas un vote purement contestataire qui n'avait rien à voir au final avec la Constitution? D'accord. Là où je suis d'accord avec la majorité de mes compatriotes, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. Et il n'y a pas eu beaucoup d'engouement pour voter oui ou non, parce que je pense sincèrement que la majorité des Gabonais ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé. Parce que s'ils se reconnaissaient et qu'ils pensaient que leur voix comptait, je pense que les Gabonais massivement seraient partis voter d'une manière ou d'une autre, oui ou non. Oui, moi j'ai voté pour le non. Pourquoi? Parce que je ne me reconnais pas dans cette constitution-là. Je pense sincèrement que tous les Gabonais comptent, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient au Gabon. La voix d'un Gabonais est importante. Et j'ai l'impression que dans cette constitution, de facto, on est en train de disqualifier une frange de la population, une frange de la population gabonaise, en particulier les, la diaspora. Et je pense que ce n'est pas juste. Et c'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, j'ai voté non. Je pense que beaucoup de compatriotes à l'extérieur se sont pas aussi reconnus dans cette constitution-là, parce que quand on a été libérés, nous avons tous été très heureux d'être libérés d'un système. Moi, ça fait depuis 14 ans que je me bats, et j'étais content de voir et d'avoir l'opportunité de tourner la page. On nous a promis qu'on va restaurer nos institutions, on nous a promis qu'on allait remettre le pouvoir aux civils, et donc on se rend compte maintenant que les promesses qu'on nous a faites, beaucoup de promesses qui nous ont été faites n'ont pas été tenues. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que est-ce que la vie des Gabonais, je sais que c'est un petit laps de temps, c'est-à-dire un an, a vraiment changé depuis que Ali Bongo est tombé? Je ne suis pas certain. Les Gabonais ont toujours du mal à se loger, ils ont toujours du mal à se nourrir, ils ont toujours du mal à avoir de l'eau constamment, ils ont toujours le délestage. Les Gabonais souffrent toujours. Et quand je observe bien ce qui se passe dans mon pays aussi, j'ai l'impression que même le CTRI favorise ou a tendance à favoriser les étrangers par rapport aux Gabonais. Et pour moi, c'est inacceptable. C'est pour ça que j'ai décidé c'est pour ça que j'ai voté non. Et je pense que beaucoup d'autres Gabonais qui sont comme moi ont voté aussi non parce qu'ils ne se reconnaissent pas
dans ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas contre Oligui, moi je suis pro-Gabon. Et je pense que pour que le Gabon aille de l'avant, on doit considérer la vie de tous les Gabonais. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on infantilise notre peuple, pourquoi on infantilise les Gabonais. Les Gabonais n'ont pas besoin qu'on leur donne 10 millions ici ou 10 millions là-bas ou 5 000 ici, mais les Gabonais ont besoin de boulot. Ils ont besoin que l'on crée des richesses. Et ces richesses-là, pour moi, c'est pas réellement l'État qui doit les créer, mais c'est plutôt nous, les Gabonais, qui devons créer ces richesses-là. C'est nous, les Gabonais, qui devons avoir la responsabilité de pouvoir embaucher nos compatriotes. Les Gabonais qui ont des rêves, les Gabonais qui ont des projets, quand ils rentrent au Gabon, donc là je parle de la diaspora, pour pouvoir implémenter ces choses-là, pour permettre à leurs compatriotes d'évoluer, malheureusement, on leur vole leurs projets. Je comprends. Tenez, pendant que je vous ai, Monsieur Joktan, je parlais de main tendue à l'entame de l'émission, quand même, des autorités. Alors, on parlait aussi de ce qui est fait ou pas. Alors, moi, je peux simplement, je terminerai par faire le lien avec la main tendue, puisque vous avez votre, j'allais presque dire, coéquipier de la Dream Team. On se souvient, on vous revoit devant l'ambassade, alors c'est New York ou Washington, je ne me souviens plus trop bien, aux États-Unis. Comment vous recevez, c'est dans ce sens que je parlais de main tendue, comment vous recevez le fait que votre coéquipier et compatriote Alain Serge Aubame ait été récemment nommé consul, autant pour moi, donc du Gabon à New York. Est-ce que c'est pas une manière, est-ce que c'est pas une main tendue aussi à la diaspora pour dire on vous écoute et vous allez vous accompagner? Ben, si, c'est une main tendue. C'est-à-dire, on peut pas gouverner un pays en mettant à l'écart la diaspora. C'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes des Gabonais. C'est pas parce qu'on vit hors du Gabon que on ne va pas participer à la vie politique de notre pays. Donc oui, la nomination de Alain Serge Aubame, je l'ai eu hier au téléphone, je l'ai félicité. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, ce dont moi je m'attends, c'est que cette nomination, il pourra réellement aider les Gabonais qui vivent aux États-Unis. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a récemment, il y a des étudiants gabonais qui ont été expulsés de l'université. Et donc ça, mon cher collègue et cher ami Alain Serge Aubame devra dealer avec ça. C'est-à-dire, on fait quoi de ces jeunes Gabonais qui ont quitté le Gabon avec des rêves, qui sont venus, le Gabon leur a promis qu'ils allaient les accompagner dans leurs études et que voilà, maintenant on les chasse. Donc si on les chasse, c'est-à-dire ils vont perdre leur titre de séjour aux États-Unis, qu'est-ce qui va leur arriver? Donc, je loue le fait qu'il l'a fait, mais maintenant, on va voir sur le terrain ce qui va se passer. Très bien, entendu. Fortuné, qui est sur le terrain, donc à Libreville, au Gabon. Fortuné, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, de manière globale, comment la diaspora de France, puisqu'il s'agit de cette diaspora-là, comment elle est perçue, en fait, depuis le Gabon, parce qu'il y a des choses qui remontent. La diaspora n'est pas assez constructive, elle n'est pas assez impliquée, elle ne crée pas d'activités, d'entreprises, elle n'aide pas le Gabon, du moins, à avancer. Est-ce que c'est le rôle de la diaspora, par exemple, d'aller créer des emplois au Gabon, de sortir à 40% ou 20% pour prendre un taux national général du chômage? Est-ce que c'est la diaspora qui doit faire ça? Vous Je ne m'entendez? sais pas, c'est à moi la question. Alors, je veux savoir, vu du Gabon, puisque la diaspora, dans sa globalité, notamment celle de France, est souvent critiquée, pour justement ne pas impacter assez positivement au Gabon. Est-ce que je voulais savoir déjà par rapport à ça, si comment les choses sont vues en fait, comment la diaspora est vue du Gabon et pourquoi et le non, comment ça a été perçu en fait, le vote du non, enfin le non au référendum dans la diaspora de France. Bon, moi, si j'ai bien saisi, je peux? Allez-y. Bon, si moi j'ai bien saisi votre question, vous voulez savoir
parce que je ne vous entends pas bien, hein. Je voulais savoir quelle est la vie que nous, ici au Gabon, on a de nos frères de la diaspora. Ce sont eux qui doivent, bon, je n'ai pas compris. Mais moi, ce que je veux vous dire en général, parce que j'ai essayé de prendre la question comme ça, ce que je peux vous dire en général, c'est qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas un souci entre les Gabonais qui vivent au pays et ceux de la diaspora. Aucun souci n'existe entre eux, sauf qu'à des moments, ils ne se comprennent pas. C'est-à-dire que personne n'est maître du jeu. Personne n'est maître du jeu. Chacun d'entre nous essaie de faire ce qu'il peut faire au mieux selon ses moyens et ses possibilités, sa volonté de faire ce qu'il peut faire pour notre pays. Mais malheureusement, ce que nous reprochons parfois à nos frères de la diaspora, c'est qu'on a comme l'impression qu'ils connaissent mieux la souffrance des Gabonais que nous qui vivons ici au pays, qu'ils connaissent mieux les tortures, les séquestrations que ceux qui sont au pays. Donc, ils connaissent mieux les souffrances, les difficultés du Gabon par rapport à celui qui regarde. Et ce sont eux qui peuvent vous orienter comment faire pour sortir de là. Or, ils sont loin. Or, ici, il serait normal que le Gabonais, celui qui est ici, on ne dit pas que celui qui est dans la diaspora ne doit pas porter un jugement, non. Ou qu'il ne doit pas donner ses réflexions sur le Gabon, non. C'est-à-dire, quand vous recevez, essayez de tout faire pour que celui qui est au Gabon soit aussi entendu. Il faut que celui qui est dans la diaspora ne dise pas que comme celui qui est hors du pays, qui vit en Europe, donc dès qu'on vit en Europe, on connaît tout. Non, il faut dire j'apprends et puis j'apporte. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Une sorte de complexe de supériorité, en fait. C'est ça? Exact. Exact. C'est ça. Pour moi, je parlerai de complexe. Maintenant, en ce qui concerne le référendum, moi, je pense que chacun avait une position, mais il y avait à l'intérieur de cette position le suivisme aussi. Parce que même nous qui sommes là, si on nous demande d'écrire un livre, nous n'allons pas l'écrire en un jour. Si on nous demande de faire un projet, nous n'allons pas le faire en un jour. Nous n'allons pas, à plus forte raison, la Constitution. Il faut repartir vers la base. La base. Qu'est-ce que nous revendiquions hier? Qu'est-ce que le Gabonais voulait, celui de l'opposition qui voulait changer les choses? Qu'est-ce qu'il demandait hier? Il demandait la transparence des élections. Il demandait les élections à deux tours. Il demandait la délimitation du mandat. Est-ce qu'on l'a eu? D'accord. Qu'est-ce qu'on voulait encore à l'intérieur? On ne voulait plus nous-mêmes être gérés par les non-Gabonais. Bien évidemment, comme Joktan l'a dit tout à l'heure, le Gabonais voulait retrouver sa dignité. Est-ce qu'on a eu un peu? On regarde. Si on a eu un peu, le reste, nous attrapons d'abord, nous sommes bantous. Je le dis, quand on discute quelque chose, quand on est bantou, ce qui est déjà, nous on saisit d'abord, avant d'aller encore discuter, on sécurise ça. À la question liée à l'abstention, bon, pour ma part, je pense que s'il n'y a pas un débat, pour ma part, il n'y a pas véritablement un débat. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de l'abstention à cette élection, sachant très bien que le fichier électoral n'a pas été nettoyé. On a gardé le même fichier. Il y a des Gabonais qui sont morts. Il y a également les Gabonais qui ont changé de résidence. Par exemple, pour vous, mes frères de la diaspora, il y a beaucoup qui n'étaient plus en France, mais qui étaient inscrits là-bas en 2023. D'autres qui sont rentrés au pays. Donc tout ça, on n'a pas nettoyé le fichier électoral. Du coup, l'abstention dont on veut parler est inclue. Les Gabonais qui sont morts,
qui se sont déplacés. Dans le cas d'espèce, j'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que le non l'avait remporté en France. Si le non l'avait remporté en France, pas l'abstention en France. Donc c'est tout ça, c'est-à-dire que essayons d'être vrais avec nous-mêmes pour mieux conduire notre Gabon vers une véritable libération. Sans pourtant Tout à fait. porter des Au corps de garde, toujours au corps de remettre garde, il est question le combat des encore de garde, hein, qu'on se dise des vérités, mais bon, en toute courtoisie, c'est le but. Je vais basculer vers Monsieur Valéry Mba, qui est donc président du Conseil des Gabonais de France, donc toujours sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que je crois savoir que vous travaillez certainement avec le consul, l'ambassade, pour l'organisation de ce référendum. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que vous avez, vous, des éléments d'explication? Alors, je vous remercie de voilà, me passer la parole. Bon, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le Gabon, quand même, notre pays, vient de vivre un moment particulier de démocratie, avec l'organisation de ce référendum le 16 novembre dernier, qui a permis à notre pays de se doter d'une nouvelle constitution, et ainsi de pouvoir redéfinir les bases d'un renouveau démocratique, et qui ouvre la voie à une nouvelle ère pour notre pays, et d'ainsi bâtir, et c'est le souhait, je pense, de tout Gabonais, à l'unisson, son modèle de société, en tout cas un modèle de société qui soit plus juste, plus équitable et plus en relief avec nos mœurs, nos coutumes, nos traditions et auxquelles tout Gabonais, je pense, peut s'identifier. Pourtant, cet exercice, vous l'avez souligné, a certes voilà, connu un franc succès à l'échelle nationale, dans certains pays à l'étranger en termes de participation, mais aussi de résultats du scrutin. Ça a été bien mitigé au niveau de la France, puisque, comme vous l'avez rappelé, le non l'a emporté. Je pense qu'il faut séquencer les facteurs, j'ai envie de dire, endogènes des facteurs exogènes, c'est-à-dire dans tout ce qui est exogène et qui a peut-être contribué à une forte abstention. Je pense qu'il y a quand même 3 moments forts ou 3 moments importants qui ont peut-être manqué au niveau de la France. Il y a déjà eu l'absence d'une vraie campagne de sensibilisation citoyenne. Vous savez qu'il y avait une campagne entre le 5 et le 16 octobre, bien avant la publication officielle du projet, et qui avait pour objectif de mener, en tout cas, de participer à une éducation civique sur l'importance du scrutin référendaire, ses caractéristiques, ses enjeux, et d'éduquer les populations sur leurs droits et obligations en période électorale. Donc de mobiliser la communauté sur le rôle de ce référendum, sachant que pour une grande partie d'entre nous, et notamment notre génération, c'est un exercice auquel on n'est pas souvent habitué. Donc il fallait mener cette campagne de sensibilisation qui, je pense, en France, n'a pas suffisamment eu lieu. Après, il y a eu l'absence d'une pré-campagne. C'est-à-dire entre le 22 et le octobre et le 6 novembre, il y avait la phase de pré-campagne qui devait permettre de renforcer la participation des citoyens au jeu démocratique, d'accroître la légitimité et la crédibilité de la prochaine constitution, et d'autre part d'assurer l'explication de texte, l'appropriation et la pédagogie autour de ce projet de constitution. Donc, ce moment-là aussi, je crois, a manqué. Et enfin, il y a eu clairement l'absence d'une réelle campagne électorale. Il y a eu quelques actions qui avaient été menées, je pense notamment au travers de Madame Aline Gomo du G10 pour essayer d'expliquer au travers des lives. Je crois que Éveil l'avait aussi fait, mais c'était assez mineur pour pouvoir impacter, pour pouvoir imprimer et concerner. Vous savez, une élection est une question de dynamique. C'est-à-dire qu'il faut embarquer des gens dans quelque chose, dans une histoire, dans un projet, et que si, à un moment donné, on n'embarque pas les gens se déconnectent. Et ici, en France, une fois qu'on est déconnecté, c'est difficile après de nous raccrocher à quelque chose. Donc, je pense que ces 3 périodes-là, cumulées, n'ont pas, en tout cas, ont favorisé déjà une forte abstention et n'ont pas permis. Et en général, vous savez, dans ce cas d'espèce, ceux qui étaient convaincus par le oui et que lui allait l'emporter sont plus enclins à se démobiliser en partant du fait que ce qui a été annoncé allait arriver. Par contre, ceux qui étaient dans le
le combat et qui se disait qu'il faut pas que cette constitution passe pour des raisons plus voilà qui leur appartiennent et qui sont notamment justifiées, va être davantage peut-être prompte à aller jusqu'au bout du process et donc se sont davantage mobilisés, organisés pour participer à ce scrutin référendaire. Après, Très sur bien. le deuxième point, il y a les éléments, je vais finir là-dessus, pour chuter, les éléments, on va dire, endogènes qui participent même du fait de la Constitution en elle-même et de ce qui était, en tout cas, de certains articles qui ont suscité le débat. Je crois que le grand frère Frank Joktan l'a émissé ici, que ce soit l'article 43 sur les conditions d'éligibilité, le fait d'avoir 3 ans sans discontinuité avant l'élection, le fait de tout Gabonais qui ait la double nationalité soit résident au niveau du Gabon pendant au moins 3 ans avant l'élection. Voilà, l'article 42 sur le fait de repasser sur une élection à 7 ans, ou même l'article 69 qui revenait sur le fait que le président était aussi le chef du gouvernement, mais ça a pu voilà, susciter des débats, ça a pu donner l'impression qu'on n'était pas suffisamment pris en compte ou qu'on voulait peut-être marginaliser une certaine partie. Et donc ça a créé, en tout cas, ça a conforté ceux qui étaient davantage orientés sur le choix du non à le défendre. Et on l'a vu au travers notamment des réseaux sociaux. Et donc, se sont peut-être davantage mobilisés quand peut-être celui était peut-être des acquis et a fait finalement que peu d'entre eux se sont levés et mobilisés pour aller voter. Merci, Monsieur Valérie Mba, pour ces explications. Je vais toujours sur cette thématique, ce thème, poser la même question à Monsieur Alain Oguligende. Alors, Monsieur Alain Oguligende, vous m'avez fait parvenir un document, je ne vais pas le publier, où vous aviez, comment dire, interpellé les autorités et voire même la présidence de la République par voie d'huissier, qui plus est. Quel était le but de votre démarche exactement par rapport à ce référendum? Une fois de plus, merci de me donner la parole, Monsieur Patrick Essongué. Mais avant de répondre exactement à votre question, je tiens à rassurer nos téléspectateurs et les membres du panel que je ne suis en rien contre le CTRI, que je ne suis opposé en rien dans ce qui peut être fait au niveau du Gabon, que je n'ai pas de problème ou que sais-je avec le président de la transition. Je tiens à porter ces précisions parce que ce que je vais décliner sera de nature plus ou moins... Nous sommes au corps de garde à nous dire les vérités. Effectivement, le 22 octobre dernier, j'ai adressé un courrier par voie d'huissier au président de la transition. Le contenu de ce courrier lui rappelait qu'en tant que président de la transition, il n'a pas la légalité pour organiser le référendum. La constitution gabonaise de mars 1991 précise que seul le président de la République, élu au suffrage universel direct, vous aurez noté effectivement que je ne suis pas ou je ne parle pas de la Constitution, mais je parle de l'organisation du référendum. Je vais préciser un autre point, que l'organisation du référendum répond à un process. Et ce process-là n'a pas été respecté. Donc, après le courrier adressé le 22 octobre, nous avons saisi la Cour constitutionnelle le 13 novembre 2024. Là encore,
c'est pas moi qui le précise, c'est la Constitution gabonaise qui le précise, en son article 53, qui dit que lorsque un Gabonais, ou une institution, ou un organisme saisit la Cour constitutionnelle, cette saisine de cette communication suspend le processus référendaire. C'est-à-dire que si le gouvernement, le président de la transition ou le CTRI avait respecté la constitution gabonaise, elle aurait dû suspendre le référendum et nous répondre. Mais elle nous a répondu après le référendum. Ce qui, pour moi, est une violation fondamentale de la mère des lois. Je rappelle encore que nous avons saisi la Cour en espérant que le droit soit dit en terre gabonaise. Vous convenez avec moi que par le passé, d'aucuns disaient que la Cour était comme la tour de Pise, elle pensait toujours du même côté. Et si le droit n'est pas lu en terre gabonaise, parce que nous en doutions, dans les prochains jours, mes avocats et moi, les 6 qui m'accompagnent, allons saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en annulation du processus référendaire. Je ne parle pas du contenu de la Constitution, je parle du processus référendaire. Et au regard de toutes les violations qui me désolent, parce que c'est terrible, sauf erreur de ma part, c'est le Comité pour la transition et la restauration des institutions. On ne peut pas fouler d'un pied le propre même de ce qu'on a évoqué au lendemain du coup d'État. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, pour les juristes et les avocats, les doctorants, les thésards, au Gabon et à la diaspora, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction au niveau du Gabon. Parce que la plus haute juridiction, plus personne ne peut dire le droit au Gabon. Donc, elle sera dite au niveau de la Commission africaine, que le Gabon a ratifié. La D'accord. Commission Et vous africaine est avez, une vous avez juridiction. monsieur Ougouliende, Allez-y. alors, quel est, en quelques mots, hein, parce qu'il faut, le temps nous est compté, quelles sont vos chances de voir ces démarches aboutir, mais très objectivement? Parce qu'on a quand même le Ben, sentiment que le vin il faut le boire, hein. effectivement, d'aucuns diraient le vin est tiré, il faut le boire. Mais je veux quand même rappeler, et là encore, je vous invite à prendre connaissance de la charte du CTRI au lendemain du coup d'État, dans son préambule, alinéa 11. Cette charte s'adosse à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine. C'est fort de ces éléments que je viens de vous citer, qui sont contenus dans la communication, qui nous font dire que nous avons de fortes chances d'être entendus et que le droit sera lu dans une juridiction internationale. Je rappelle quand même pour certains, et là c'est peut-être non pas une pique, mais un petit rappel, certains parleront ou parlent du coup de libération, quand moi je parle de coup d'État. Si c'est un En coup de quelques mots, en quelques libération, mots, en quelques mots. et justement, je vais chuter comme dirait l'autre. Pourquoi je parle de coup d'État? Si c'était un coup de libération, le Gabon ne serait pas suspendu auprès de certaines instances internationales, telles que l'Union africaine. C'est effectivement un coup d'État. N'ayons pas peur des mots. Parce que nous n'avons pas peur des mots, le choix des mots
il faut être fier de ce que nous avons fait. Il faut être fier de ce que nous avons accompli. Le CTRI Donc, vous, a vous eu le dites, courage de faire ce que bon nombre... Pour moi, il faut être vous fier de ce dites que coup nous avons d'État, fait. hein, vous ne parlez pas de Mais révolution coup de d'État, palais comme... je veux pas du tout. Je veux dire que, enfin, félicitons les militaires pour le travail, pour le coup d'État. Pourquoi galvauder? Pourquoi donner des termes qui ne sont pas vrais? On prend la définition du dictionnaire. Président de la République, c'est quelqu'un qui est élu au suffrage universel direct. C'est même dans la constitution gabonaise de mars 1991. Coup de libération. Ben non. On parle de coup de Monsieur libération. Bourguin, Pourquoi alors le Gabon ne siège pas au niveau des instances internationales? on dit bien président de la transition. On ne dit pas président de la République. On parle bien de président de la transition. Nous sommes d'accord là-dessus. Merci en tout cas Monsieur pour... Patrick Kessongue. On dit bien président de la transition, chef de l'État, président de la République. Regardez, regardez simplement lorsqu'on décline D'accord. tous ces titres. Mais bon, je n'ai rien contre, hein, si c'est de D'accord. bonne guerre. Entendu. Non, non, mais je pense que les auditeurs, auditrices ont cerné votre point de vue. Alors, sur un plan global, par rapport à, on a parlé enfin, du pourquoi du non. Maintenant, les attentes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend? Et là, j'ai envie de m'adresser à Fortuné qui est sur le terrain. Fortuné, alors, on voit bien, je disais tout à l'heure que le vin était tiré, qu'il fallait le boire, parce que je vois que sur le terrain, il y a un certain nombre de choses qui se passent, il y a un chronogramme qui est là, qu'on essaie de respecter. Alors, il y a, il y a, il y a, il y a une volonté de bien faire, on ne peut pas le nier, je crois que c'est Machiavel qui disait que là où il y a la volonté, les difficultés diminuent. Alors, quand je lis un peu et que j'essaie de recouper les informations, dernièrement, on a 5 usines qui sortent de terre, qui vont créer 2300 emplois. On a les pensions qui sont révalorisées. On a le prix de la bouteille de gaz qui a baissé 6 000 à 4 800. On a l'âge pour la diaspora des véhicules d'occasion qui a été repoussé à 10 ans. On a Asala, on a Fly Gabon, on a un certain nombre de choses, la banque du commerce pour l'entrepreneuriat. Alors, Fortuné, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui peut expliquer encore qu'aujourd'hui, alors à la décharge des autorités, ça ne fait que 16 mois, pourquoi il y a toujours un mécontentement alors que on a quand même l'impression qu'il y a de la volonté derrière? Est-ce que c'est le président qui est mal entouré? Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci. J'ai un problème avec ici, hein, donc vous allez m'excuser à chaque fois que je sors parce que j'essaie d'arranger de telle sorte que je puisse mieux entendre. Oui, le véritable problème, c'est que dire aujourd'hui que venir dire ici que l'entourage du président est bien, c'est mieux, vraiment, je n'ai pas envie de me mentir à moi-même. Et je n'ai pas envie d'indexer les gens parce que les gens ont coutume à dire que Fortuné, il aime les attaques. Il faut avouer que l'entourage du président a un grand problème. Et j'ai peur qu'Oligui risque de retrouver dans la même situation qu'Ali Bongo. Vraiment, c'est ma peur. Parce que voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on est à côté du pouvoir ou du président de la République qu'on doit narguer les autres Gabonais. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on choisit pour mettre là. Ce n'est pas tout de bon. Vous pouvez avoir la chance d'être là parce que, bon, le président a estimé faire avec vous, peut-être parce qu'il y a une relation. Ou vous pouvez avoir la chance parce que vous aviez le mérite. Ou bien, il y a plusieurs critères qui peuvent vous amener à vous asseoir à côté du pouvoir. Mais lorsque vous êtes à côté du pouvoir, il faut savoir accompagner ce pouvoir-là. Comment accompagner le pouvoir? Et c'est là où je suis d'accord avec Alain, lorsqu'il parle du processus. Bien évidemment, tout naturellement, quand on veut bien diriger un pays, il faut adopter une démarche scientifique claire.
Le pouvoir est celui du peuple. Tu veux ce pouvoir, tu dois aller demander au peuple. Et lorsque le peuple te donne ce pouvoir-là, c'est pour servir le peuple et non te servir. C'est quand vous avez mieux servi le peuple que vous êtes considéré comme un grand président. Ce n'est pas parce que vous vous êtes servi. Mais malheureusement, il y a des gens qui aiment dire c'est notre tour, comme si la chose de l'État ou la chose publique était un gâteau ou un jeu ou un système de ping-pong où quelqu'un va dire c'est mon tour. Donc, le mécontentement que nous avions au pays aujourd'hui, c'est parce que il y a certains qui font dans l'abus. Moi, je vous prendrai un cas, par exemple. Vous avez, par exemple, un monsieur qui a pris un terrain. C'est récent, ce dont je parle. Il a pris un terrain, il a investi avec ses moyens. Maintenant, il a viabilisé le terrain, il veut maintenant l'exploiter. On vient casser au prétexte que c'est le président. Mais quand vous remarquez, ce n'est pas le président, puisqu'il n'y a pas l'ordre de mission. À partir de cet instant, nous faisons du tort à celui que nous pensons soutenir, parce que l'objectif, soutenir quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il soit aimé par son peuple et non détesté. Et il y a encore une chose, quand on est assis... Pardon? Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Mais on dit une chose. Que oui. dit que les habitudes ont la peau dure. Aujourd'hui, il me revient, ce sont ce que je lis ça et là, et puis ce que je constate, c'est que on a encore des voies de fait, on a du népotisme, du clientélisme, voire même du tribalisme, avec toutes ces associations qui poussent comme des champignons. Est-ce que là aussi, ce n'est pas de nature à faire en sorte que les Gabonais soient refroidis par rapport à ce coup de libération, comme on l'a appelé. Et là, je vais m'adresser à Madame Gomo. Est-ce que vous avez le sentiment, Madame Gomo, que tout ça fait en sorte que les Gabonais aujourd'hui se posent un certain nombre de questions quant à la bonne marche du pays? Madame Gomo. Oui, tout à fait. La question, elle est légitime. C'est vrai qu'on observe d'un côté un changement qui est net. Hein. On a quand même des nouveaux acteurs politiques. On a des membres de la diaspora qui ont été intégrés dans le gouvernement, de nouvelles nominations au dernier Conseil des ministres. Il y a la représentativité de la diaspora au niveau du Conseil économique, et social et environnemental. On note également dans les changements une importante présence des militaires dans l'administration. Il y a aussi également une renaissance du patriotisme. Tout ça fait partie du changement que l'on peut observer et bien d'autres encore. Mais il y a également des éléments qui peuvent amener à penser qu'on est dans la continuité. Par exemple, la présence de certains caciques à certains postes, comme à l'Assemblée nationale, comme également au Conseil économique et social. Le Parlement, où il y a également des PDGistes. D'accord, ça aussi, on peut également le noter, tout en disant quand même que même s'ils y sont, il n'y a pas un réel pouvoir. Parce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'a pas un réel pouvoir. On note cette tendance au coulibalisme, comme on dit souvent. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les habitudes ont la peau dure. On dit que l'habitude est une seconde nature. Ce qui fait que on observe effectivement qu'on peut se dire, mais est-ce qu'on est dans la continuité ou pas dans la continuité? Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas de recul suffisant. Nous sommes dans une phase de transition. La transition, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, ce que vous relevez là, c'est vraiment un problème de personne, d'individu. C'est-à-dire qu'un pays ne vaut que par ses hommes. Nous avons une mentalité qui nous a été inculquée pendant des décennies. Et c'est impossible, je dis bien impossible, que cela change en l'espace de 1 an, voire 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est tout un travail, c'est tout un process. Donc, il faut déjà le comprendre. Et je veux dire que si on n'arrive pas à faire des Gabonais, de véritables patriotes, des gens qui pensent à leur pays, des gens qui aiment leur pays, des gens qui veulent développer leur pays, des gens qui veulent que leur pays soit vraiment un modèle. Si on n'arrive pas à créer des patriotes, on n'y arrivera pas.
Parce qu'un pays, je le répète, ne vaut que par ses hommes. Donc, toutes ces années de clientélisme, de tribalisme, de corruption, tout ça, ça ne se balaye pas d'un revers de la main. Il faut que nous soyons aussi réalistes et pragmatiques en se disant qu'il y a des choses que nous devons changer, même au sein de la diaspora où nous sommes nous-mêmes. La diaspora, comme j'aime à le dire, est un échantillon du Gabon. Un échantillon du Gabon. On retrouve encore en diaspora des travers que nous reprochons au niveau du pays. Et c'est normal. Il faut un temps. Il faut un temps de réflexion, il faut un temps où à nouveau on se dise que oui, les choses peuvent changer, que la confiance renaisse. Merci. Tout ça, ça amène à cela. Donc pour moi, je pense que vraiment l'élément central dans ce problème que vous posez, c'est l'homme. C'est l'homme. Le Gabonais doit changer de mentalité. Le Gabonais doit devenir patriote. J'entends bien, et c'est justement, alors changement de mentalité, on en a Et c'est le plus parlé, dur, hein. Et mais c'est le plus dur. c'est le plus dur. Après, l'exemple doit venir aussi du sommet pour que Tout justement ça ruisselle sur la population, la base, la populace. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus exemplaire. Et quand on en revient à la thématique, aux attentes, je pense que tout ça fait partie de ce qui refroidit la diaspora. Alors, on nous reproche par exemple de ne pas suffisamment investir ou autre. J'ai un exemple, et on l'avait déjà invité sur AKTV Radio, le compatriote qui est au Sénégal, Monsieur Gervais Ango, qui a investi 450 millions, et c'est une activité qu'il avait voulu réaliser au Gabon en 2015. Hein, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc, on lui a mis les bâtons dans les roues, il s'est déporté au Sénégal, et aujourd'hui, le compatriote est complètement à la ramasse parce que on lui a repris ses activités, et ce n'est pas normal, et surtout qu'il n'a même pas le sentiment que nos autorités, qui sont pourtant larges avec les expatriés au Gabon, assistent ce compatriote au Sénégal. Là aussi, c'est un problème. Et je pense que lorsque un certain nombre de personnes observent ce genre de choses, il y a de quoi, même si l'on n'a pas de problème particulier avec le président de transition, il y a de quoi se poser des questions. Merci en tout cas pour l'éclairage. Mais Guy Patrick, oui, Guy Patrick, vous avez raison. Et les questions, je le disais à l'entame de mon propos, sont légitimes. Mais simplement, moi, ce que je me dis en toute honnêteté et pragmatisme, transformer une nation en l'espace de 1 an, voire 1 an et demi, est illusoire. Ce n'est pas possible. En toute évidence, c'est pas possible. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait des modèles. Il faut qu'il y ait des exemples. Il faut que ça vienne de la tête. Est-ce qu'on a suffisamment de recul en 2 ans pour se dire que ce qui a été entamé va apporter un changement ou pas? Personne ne peut le dire au jour d'aujourd'hui. On est obligé de laisser le temps au temps. Mais nous avons des exigences, nous avons des demandes, et il n'y a pas que nous. Je pense que d'une manière générale, tout le monde aimerait que le pays évolue. Tout le monde aimerait que les choses changent, que les choses s'améliorent. Mais simplement, ce que je dis, c'est que nous devons avoir effectivement une diaspora qui doit être effectivement constructive. Et nous, au niveau du G10, on n'a pas attendu. Dès le départ, nous savons que la diaspora est censée être un acteur de développement. C'est ça la diaspora, c'est un acteur de développement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu cette possibilité-là. On n'a pas eu cette possibilité, pour des raisons que tout le monde sait. Madame Gomo, acteur du développement, encore faut-il qu'on ait les leviers pour justement aller opérer sur place. Quelles sont les facilités que nous avons? Mais justement, Guy Patrick, je voulais en arriver là. Non, je voulais justement arriver là. C'est pour cela qu'en fait, nous avons des demandes. Je vais chuter. Je vais chuter par rapport à ça. Je vais chuter par rapport à ça et je réponds à votre question. Quand je disais que nous, au niveau du G10, à partir du moment où il y a eu cette demande, parce que pendant longtemps, on n'a pas pu, au niveau du Gabon, jouer notre rôle d'acteur économique. Il y a eu cette main tendue dont vous aviez parlé tout à l'heure, par rapport à la diaspora. Qu'est-ce que nous, au niveau du G10, on a fait, au niveau de la Confédération? Nous nous sommes organisés. On n'a pas attendu, on s'est dit, bon, on ne va pas demander, comme disait Kennedy, ce que le pays doit faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays en tant qu'acteur de développement? Et nous avons mis en place toute une structure, d'abord de réflexion, parce que le G10 à la base, c'est une association une force de réflexion, de proposition et d'action.
En plus de cet aspect-là, les réflexions sont mises en place pour aboutir à des projets, et des projets qui touchent tous les aspects au niveau du Gabon, que ce soit économique, social, culturel, environnemental, nous y sommes. Et il y en a actuellement qui sont en train d'être faits, et nous envisageons de démarrer au niveau du Gabon, mettre un pied dans l'économie du Gabon à partir de 2025. Ça, c'est fait. Et à côté de cela, nous avons mis en place un outil, un instrument économique qui est la Société de réalisation des projets des Gabonais de l'étranger, la SRPGE, qui est une société anonyme à capital variable et qui permet justement d'être cette structure qui permettra aux Gabonais de la diaspora de pouvoir investir au niveau du pays. Et enfin, nous avons également demandé à ce que, au niveau des autorités, il y ait la création du Haut Commissariat de la diaspora qui aura pour but justement de faciliter ces investissements au niveau du pays. Donc, il y a des réflexions qui sont menées, il y a l'apport de la diaspora. Maintenant, nous attendons. Mais nous allons agir, nous n'allons pas attendre, mais nous allons agir directement sur le pays. C'est ce qu'on a décidé de faire au niveau du G10. C'est ce que les autorités attendent de leurs compatriotes de l'extérieur. C'est-à-dire que la diaspora est effectivement exigeante vis-à-vis de ces autorités. Ces mêmes autorités attendent également que nous soyons, enfin, la diaspora rentre dans une spirale, une dynamique plus positive. Alors, l'émission tire à sa fin. Hein, donc, on avait dit 1h30, on ne va pas trop déborder. On a fait un tour d'horizon. Alors, il y a peut-être Charlène, pardon, Grace Chardonnay, et vous avez peut-être un mot à dire sur votre vision, enfin, sur les attentes que vous avez par rapport aux autorités. Vous, en tant que personne de la diaspora, vous avez des attentes particulières? Oui, effectivement, moi j'ai des attentes particulières en tant que membre de la diaspora gabonaise en France. En fait, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, au niveau, donc, surtout sur le plan social, on va dire, parce que moi je travaille beaucoup sur le plan social, donc une révision complète et profonde sur la transparence électorale d'abord. Et dans le plan social, j'attends beaucoup de la justice, de l'application de l'égalité des chances, donc c'est-à-dire parce qu'il y a des articles comme l'article 25 qui concernait la famille, donc de manière à ce que ces articles-là soient appliqués, surtout sur le plan social, parce que la famille, c'est la cellule de base de nature, et l'État a garanti des postes en fait à des personnes qui sont même plus ou moins handicapées ou qui ont des problèmes physiques. Donc c'est plus mes attentes là. Après au niveau des élections, l'attente c'est vraiment une meilleure organisation. Une meilleure organisation, et l'importance aujourd'hui il est essentiel que les autorités gabonaises prennent juste en compte la préoccupation de travailler en renforçant la confiance avec le gouvernement et la diaspora gabonaise de France pour avoir un peu plus de transparence. C'est tout ce que je peux rajouter. Et voilà, et peut-être un élargissement des bureaux de vote aussi, pourquoi pas, parce que au niveau de l'enrôlement aussi, c'est tous ces paramètres-là qui ont fait un taux d'abstention. Donc voilà. Pour moi, très bien, c'est entendu. Voilà. C'est entendu. C'est noté. Écoutez, donc on avait dit qu'on ne tirait pas en longueur, et on organisera certainement une autre émission autour de cette Patrick, thématique qui fera un prolongement. juste un dernier point, Patrick. Alain. Est-ce qu'on peut faire juste un dernier point? Est-ce que chacun de nous peut faire une conclusion ou tirer une conclusion Justement, avant j'allais faire le tour d'horizon, un tour de table. Autant pour moi. Chacun. Autant pour moi. Autant pour moi. Bien. Je vous laisse la parole. Chacun de vous puisse conclure en nous disant, grosso modo, ce qu'elle a retenu de l'émission et s'il y a encore des choses à soumettre, à mettre sur la table. Alors, je vais donc du coup commencer par. Alors, est-ce que Franck, est-ce que
Est-ce que vous pouvez simplement nous dire un mot de fin, nous donner un peu une conclusion? Nous sommes Gabonais et Gabonais, nous le resterons. Le Gabon, c'est notre pays et je suis pour que chacun de nous, nous puissions travailler afin de pouvoir permettre à ce pays de s'épanouir. Moi, je ne suis pas pour un Gabon où certaines personnes seulement réussissent, certaines personnes jouissent des richesses de ce pays, mais que la majorité de nos compatriotes puissent jouir des richesses de ce pays. L'éducation, pour moi, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du pétrole du Gabon, des ressources du Gabon, mais on a tendance à oublier l'une des richesses les plus précieuses que le Gabon a, c'est sa jeunesse. Et ce que moi je veux voir, c'est des politiciens, une diaspora responsable qui pensent à ces jeunes-là, les éduquer. Et quand je dis les éduquer, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'avoir une bonne éducation pour qu'ils puissent faire des choses d'eux-mêmes. Je suis fatigué le fait qu'on nous donne des choses, c'est-à-dire que le Gabon n'a pas besoin de mendicité. On n'a pas besoin qu'on nous donne des choses, mais on a besoin qu'on crée des richesses pour que les Gabonais eux-mêmes puissent acheter leur maison comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Et la dernière chose que j'aimerais pouvoir dire aussi, c'est qu'il est important, à partir de maintenant, que l'on mette le Gabonais qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Et qu'on ne le fasse pas de manière avec complaisance. C'est-à-dire qu'il faut que le meilleur d'entre nous puisse occuper des postes stratégiques afin que cette personne puisse élever la majorité d'entre nous. C'est ce que moi j'attends du CTRI, c'est ce que j'attends des autorités de mon pays. Et cette idée où on pense que si on pense différemment de l'État ou qu'on pense différemment des gens qui nous gouvernent, on devient une bête noire, c'est dangereux parce que la démocratie, c'est parce qu'il y a des idées différentes. Il est bon que les Gabonais s'expriment. Mais non, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais on n'a pas besoin de se faire la guerre, on n'a pas besoin d'aller persécuter ma famille parce que j'ai dit que je suis pas d'accord. Ou on n'a pas besoin d'enfermer quelqu'un, de raser les têtes des jeunes. On n'a pas besoin de faire tout ça. On a besoin de parler et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ce pays sorte de la misère dans laquelle le CTRI l'a trouvé. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais pouvoir dire. Je suis plein d'espoir pour l'avenir. En ce qui me concerne, moi j'ai décidé que j'allais me battre jusqu'au bout pour voir le rêve que j'ai pour le Gabon se réaliser, non seulement pour moi-même, mais pour tous les Gabonais. Merci, monsieur Joktan. Alors, Alain, du coup, monsieur Alain Oguliende, vous avez pris la parole tout à l'heure. Vous pouvez enchaîner sur le mot de fin. Sur les propos de Franck, le grand vainqueur du référendum, sauf erreur de ma part, c'est l'abstention. Nous avons échangé, d'aucuns ont donné les chiffres, je ne vais pas les contester, mais de manière générale, le grand vainqueur de cette élection, de ce référendum, c'est l'abstention. Je tiens à dire et à rappeler qu'au lendemain du coup d'État, la nation gabonaise, le peuple gabonais, la diaspora compris, nous étions heureux, fiers de nos militaires, fiers de l'acte posé. Un an après, effectivement, fort est de constater que cette joie, cette fierté s'effrite peu à peu. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez dit tout à l'heure que on sert le peuple, mais on ne vient pas pour se servir. Sauf erreur de ma part, les membres du gouvernement, aucun d'entre eux, je dis bien aucun, n'a présenté aux Gabonais ou à une commission quelconque leur déclaration du patrimoine. Le Gabon est dirigé par des militaires, où les militaires sont garants du bon déroulement des institutions, de la gestion de la chose publique. Malheureusement, on assiste encore à des détournements des deniers publics, on assiste encore à de la gabegie, on assiste encore à du vol, on assiste encore à du clientélisme. Effectivement, on ne peut pas changer les mentalités en un an, mais je rappelle quand même que
le militaire est astreint à la règle, à la droiture. Et parce qu'ils sont astreints à la règle et à la droiture, il est quasiment inacceptable pour le Gabonais que je suis, et bon nombre de Gabonais, que nous assistons encore à de l'impunité. Je dis bien, on a vu au lendemain du coup d'État des caisses d'argent, des lingots d'or, que je n'ai vu nulle part dans les comptes du Trésor. Nulle part. Le PIB du Gabon aujourd'hui de 70%, avec une école, donc une éducation exempte, des hôpitaux qui sont des mouroirs, les Gabonais qui crient famine, le panier de la ménagère qui sans cesse s'effrite. Mais à côté de ça, on voit des nouveaux riches, comme à l'époque de la Young Team, comme à l'époque des Akobe Siboy. C'est juste inadmissible. Le Gabonais aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Il a besoin de se parler. Il a besoin de se notamment du quota alimentaire. Comment voulez-vous que l'industrie alimentaire du Gabon est aux mains des étrangers? C'est juste inadmissible. En un an, Merci. je peux m'arrêter par là et je donnerai la parole à d'autres. C'était votre mot de fin et on a saisi ce que, en tout cas la substance de ce que vous aviez à dire et que bon nombre de Gabonais aussi pensent. Alors, il y a Fortuné qui doit nous dire également, donner son mot de fin. On va conclure. Merci beaucoup. Je demanderai j'appelle les Gabonais à participer à la construction de notre pays, sans distinction aucune, et de mettre de côté nos égaux. Cette construction, bien évidemment, doit passer par une nouvelle moralité, des changements réels. Parce que le changement, ce n'est pas quelqu'un qui va vous par la vouloir changer les choses. Cette notre nation passe par l'éducation, la formation, la santé, le travail. De côté, toute pensée qui consiste à dire que les Gabonais sont tribalistes. Non, les Gabonais ne sont pas tribalistes parce que dans nos bacs à thé, nous ne faisons pas la différence. C'est que le tribalisme devient aujourd'hui un manque de l'égoïsme politique qui consiste à développer le moi au détriment du nous, un nous inclusif. Il est grand temps que les Gabonais sachent regarder ce qui est bien pour leur nation. Toujours être là à discuter le poste suprême. Commençons à discuter de proximité. Députation sénatoriale, municipale. C'est là où nous allons véritablement au service de la population. Le reste, nous le ferons. Merci. Merci Fortuné pour ce mot de fin. Il nous reste Valérie, mais alors rapidement, parce qu'on a débordé sur le temps. Valérie, en quelques mots. Merci Guy Patrick, merci aussi à l'ensemble des membres de ce panel pour cet échange, je crois, qui nous a nourris tous intellectuellement parlant. Moi, rapidement, ce que je pourrais dire en mot de fin, premièrement, c'est, comme l'a dit mon compatriote tout à l'heure qui m'a précédé, c'est l'abstention qui a été, je crois, en tout cas au niveau de la France, vainqueur de cette élection, avec 75% de taux d'abstention. Je pense que c'est important qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse se dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, a contribué à cette abstention aussi forte. Quand on remarque que Madame Ayingomo l'a bien rappelé, qu'il y a plus de 60, il y avait 1400 et quelques, moins de 1500 votants, avec des inscrits à 5000 lorsqu'on est à plus de 30 000 Gabonais en France. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir de manière plus large dans le cadre de la révision de la carte électorale et notamment de l'enrôlement à venir de nos compatriotes, notamment ceux situés en France. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement
s'arrêter sur 2-3 points fixes au niveau de la France pour demander aux Gabonais de venir s'enrôler. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne marche plus. C'est comme si on disait aux Gabonais, la France est c'est plus de 500 000 km², donc c'est plus de 2 fois le Gabon. Et c'est comme si on demandait aux Gabonais sur l'ensemble du territoire d'aller uniquement à, j'en sais rien, OIM, Libreville et Port-Gentil pour s'enrôler. Donc, si on le fait, on sait très bien que bon nombre de compatriotes ne font pas le trajet pour aller s'enrôler dans uniquement ces 3 villes. Donc, il faut créer des conditions qui favorisent l'enrôlement de nos compatriotes situés à l'étranger et notamment sur l'ensemble du territoire français. Il faut démultiplier le nombre de centres de vote pour favoriser l'accès au bureau de vote de nos compatriotes. Aujourd'hui, on en a 4 en France. On en a eu 4. Je pense que c'est très peu. Il en faut moins le double. Sur les projets, je vais abonder un petit peu dans ce qu'a dit Marie-Josée. On voit tout le travail qui est fait au sein du G10 pour que la diaspora soit force de proposition, soit force de contribution, soit acteur du développement du Gabon. Chacun le fait à son niveau. On le fait au niveau du Conseil des Gabonais de France. Merci. Mon compatriote le fait au niveau du Conseil des Sénégalais. Et donc, il appartient aussi à l'État de continuer à créer les conditions favorables pour permettre, en tout cas, à ceux qui sont établis à l'étranger de pouvoir œuvrer et contribuer au niveau local. Et puis, si je peux terminer par ce dernier mot, il faut qu'on arrive à se réapproprier le Gabon d'abord. Le Gabon d'abord n'est pas simplement une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui doit nous habiter tous. Le Gabon d'abord, c'est dire qu'on met d'abord l'humain au centre de l'ensemble de nos décisions. Qu'on soit un acteur associatif, qu'on soit un acteur politique, nous devons tous penser Gabon d'abord et mettre l'humain au centre de nos actions et de nos décisions. Penser Gabon d'abord, c'est arrêter de s'invectiver parce qu'on a nommé tel, on critique. Gabon d'abord, c'est arrêter aussi que parce qu'on est venu dire tel te critique, mais totalement, tout de suite on blacklist, tout de suite on arrête sans véritablement vérifier les fondements. Il faut qu'on arrive à se faire à nouveau confiance et à construire un pays plus juste, plus solidaire et plus en phase avec nos ambitions. Merci pour ce mot de fin. Nous terminons avec, alors il nous reste Madame Gaumont, hein, Marie-Josée pour le mot, mais assez rapidement puisque nous avons empiété sur le temps. Écoutez, Monsieur Essongué, je tenais vraiment effectivement à vous remercier, non seulement vous, mais également mes copanélistes pour ce soir. Rappeler à tous les Gabonais qui vivent à l'étranger que les pays où nous sommes actuellement ne sont pas les nôtres. Même si nous avons la double nationalité, nous n'avons qu'un seul pays et c'est le Gabon. Ça, il faut qu'on s'en souvienne. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment que comme on est dans des pays étrangers, qu'on a la double nationalité, ben, le Gabon, c'est un peu loin. Non, ce ne seront jamais nos pays. Nous avons un pays qui est le nôtre à reconstruire. Et pour ça, le Gabon a besoin de ses fils et de ses filles, qu'ils vivent au Gabon ou qu'ils vivent à l'étranger. Parce qu'il y a des actions que seuls les Gabonais qui vivent à l'étranger pourront poser au Gabon et ceux qui vivent au Gabon pourront poser au niveau du pays. Donc, c'est ensemble, c'est en mutualisant tout ce qu'on a appris à l'extérieur qu'on peut apporter chez nous, comme font les autres diasporas, et en même temps, ceux qui sont au niveau du pays vont également travailler pour notre pays. Mais pour cela, il faut que la diaspora s'organise. Il faut qu'elle s'organise et qu'elle devienne cette force d'action au niveau de notre pays. La SRPGE, qui est donc un outil que nous avons mis en place, pas seulement pour le G10, mais pour l'ensemble de la diaspora et qui permettra à la diaspora, à ceux qui le souhaitent en tout cas, d'investir au niveau du pays pour créer des emplois, pour sortir nos compatriotes de la précarité et de permettre que le pays puisse se développer. Les projets qui sont les nôtres au niveau du G10 touchent tous les secteurs, agroalimentaire, environnemental, éducation, formation, transport, etc., etc. Le but, vraiment, c'est que nous puissions mettre notre pied à l'édifice, que nous puissions apporter, notre pierre à l'édifice pour que le pays également se développe. Maintenant, nous nous attendons activité de la diaspora gabonaise au sein des institutions. C'est pour ça que nous comptons sur le code électoral qui est en train d'être écrit, pour que ce soit mentionné, puisque ce n'était pas écrit dans la Constitution, ça a été retiré à la dernière minute, à la dernière mouture. Mais pour ce qui est du code électoral, nous espérons bien pouvoir avoir une représentativité, d'autant plus qu'il est mentionné que ce code électoral doit tenir compte du dialogue, des conclusions du dialogue national inclusif, où on reconnaissait que la diaspora devait avoir une représentativité au niveau
de l'Assemblée nationale. Enfin, bien entendu, nous attendons aussi que le Haut Commissariat de la diaspora, qui va stimuler l'initiative entrepreneuriale au Gabon, puisse être vraiment créé. Voilà, je terminerai, Monsieur Essongué, en disant ceci, que nous, au niveau du G10, on s'est fait nôtre, hein, je le disais, la phrase de Kennedy, qui dit que nous n'attendons pas ce que le pays peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour le pays. Et si chaque Gabonais, je dis bien si chaque Gabonais, de la tête, hein, du sommet vers la base, réfléchit de la même manière, fonctionne de la même manière, nous serons fiers de nous, de notre pays, et le Gabon pourra être un modèle de réussite pour les autres pays d'Afrique. Voilà ce que je voulais dire pour terminer, et une fois de plus, je vous remercie. Merci, merci, Madame Ngomon. Alors, tout ça pour le Gabon digne d'envie, c'était donc l'objet de ce débat, de cette émission. Donc, nous sommes à la fin. L'émission est à présent terminée. Il a été question d'évoquer le non au référendum de la diaspora de France. Il fallait préciser que c'était bien la diaspora de France dont il s'agissait. Des attentes de cette diaspora. On a parlé de la main tendue des autorités. Et donc, je remercie AKTV, remercie nos invités, remercions chaleureusement. Ils ont pris de leur précieux temps pour être avec nous, échanger, nous apporter un brin de lumière, éclairer la torche indigène, certainement, puisque nous sommes au corps de garde. Merci en tout cas pour les arguments. Vous avez été pour moi très percutants et pertinents aussi. Ce patriotisme chevillé au corps que j'ai ressenti, c'est très bien. Donc, je dis, et j'espère que les auditeurs, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, ont pris plaisir à nous suivre. Quant à moi, votre humble serviteur, je vous dis à une prochaine émission, un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez d'agréables fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous très prochainement. Ah, ciao, ciao.